Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du poste d'entraîneur au PSG qui sera, on l'espère, vacant le plus rapidement possible. Le licenciement de Galtier se fait attendre et le journal L'Équipe nous en a dit plus sur son remplacement. Le résultat est inconnu. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire quel entraîneur sera sur le banc du club en septembre. Par contre, le processus, comme je le craignais, c'est exactement le même que les autres fois, à savoir l'émir, Nasser et Luis Campos qui ont chacun une idée, un candidat, et pour savoir qui sera l'entraîneur du PSG, la question c'est pas qui colle le mieux au club, mais qui au sein du club va réussir à imposer sa tête, son candidat. L'année dernière c'était Luis Campos, donc je pense que lui on peut un petit peu l'éliminer des débats cette année, à savoir entre l'émir et Nasser, on va en parler dans cette vidéo, installez-vous. Bon alors, on a eu un papier de L'Équipe, oui c'est un journal qui n'est pas apprécié au PSG, qui n'a pas été fiable à des moments, mais là c'est quand même Loïc Tanzi qui est derrière ce papier, donc évidemment lui on le connaît, il a l'habitude de dire parfois des banalités, mais la plupart du temps aussi être fiable. Bref, il nous a dit, à moins d'une improbable surprise, Galtier sera viré en fin de saison, et la surprise, ce serait de ne pas trouver son successeur, qui aujourd'hui, même si sur le marché il y a beaucoup d'entraîneurs, même s'il y en a quelques-uns qui reviennent avec insistance, et notamment Mourinho, on va y revenir, mais c'est compliqué de se projeter. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons Doha qui font encore de Zinedine Zidane leur priorité, donc selon Loïc Tanzi. Mais lui, il veut reprendre la Juventus. On se rappelle, l'été dernier, il nous a refusé bien comme il faut, parce qu'il attendait l'équipe de France. Il pensait que Didier Deschamps, avec le meilleur groupe du monde, allait se planter au Qatar. C'était assez ambitieux, limite arrogant de la part de Zidane, qui nous refuse donc. Et aujourd'hui, il est la queue entre les jambes. Et surtout que la Juve, c'est pas dit qu'il vire Allegri, qui a un contrat jusqu'en 2025 avec un salaire à 10 millions par an. Sans compter évidemment tout le staff qu'il faudrait virer parce que Zidane a aussi ses prétentions quand il vient. Ses prétentions en matière de pouvoir, mais aussi en matière d'homme, parce qu'il veut constituer un staff à son image. Donc évidemment, il faut arrêter avec ça. J'ai fait une vidéo il y a 15 jours, il était dernier de ma liste des préférences au niveau des entraîneurs, parce qu'à un moment donné, il faut avoir de la dignité, il nous a refusé plein de fois, et franchement, je le sens gros comme une maison, que là, à Doha, on est en train de lui proposer tout, un champ gazier dans le golf et tout le bordel, tout ça pour qu'ils nous disent non, et qu'on fasse un choix par défaut en plein milieu de l'été, ou qu'on délaisse d'autres dossiers qui vont se finaliser avec d'autres clubs. D'ailleurs, on a un coup de chance avec nous, c'est que Luis Enrique et Nagelsmann ne devraient pas signer à Chelsea. Ça devrait être Pochettino, enfin, c'est avancé, c'est pas fait, mais voilà, ça parle de Pochettino, compagnie aussi. Dans tous les cas, Nagelsmann, les Américains de Chelsea, comme il n'a pas d'expérience en Première Ligue, ils n'ont pas voulu de lui. Lui, il y a certains processus de décision en interne au club qui ne lui ont pas plu. Luis Enrique, pareil, il ne devrait pas y aller. Donc, ça laisse quand même deux candidats. Vous le savez, ce sont mes deux préférés. Devant les Mourinho, Antonio Conte et tout ça. Mourinho. Alors, Mourinho, j'en ai parlé en vidéo cette semaine et je vous le disais, c'est ce que je craignais. Ça sort dans les médias parce que c'est un lobbying de Luis Campos. Luis Campos, lui, il a son poste à sauver. À Doha, on veut Zidane. Lui, Campos, il sait très bien que si Zidane vient, il est zigouillé. Et évidemment, il a besoin pour faire le mercato qu'il veut d'un entraîneur avec qui il est d'accord. Alors aujourd'hui, visiblement, il y a une rupture avec Christophe Galtier. Mourinho, ils se connaissent de longue date. Évidemment que Luis Campos, ça ferait ses affaires et ça sauverait son poste de nommer José Mourinho. Mais de l'autre côté, à Doha, on a des doutes. Et ça, c'était plus que prévisible. En 2019, Doha, 2018, pardon, ils font venir Tourelle, ok, alors qu'à Paris, on voulait Antonio Conte. Évidemment, là-bas, ils préfèrent le beau jeu, ils sont adeptes de Guardiola, Xavi a entraîné au Qatar, les entraîneurs style Mourinho, Antonio Conte, les bombes à retardement qui se plaignent de leurs actionnaires publiquement, ça leur plaît pas les Qataris. Et moi, je suis très sceptique sur ce dossier Mourinho. Bien sûr, ça peut se faire, parce que de l'autre côté, en fait, alors, ça me fait marrer parce que Luis Campos, selon l'équipe là, il voudrait mettre Mourinho parce qu'il changerait les habitudes du vestiaire. En gros, il viendrait remettre de la rigueur. C'est quand même marrant de dire ça venant de quelqu'un qui nous a mis en plein milieu de cette faune
Christophe Galtier l'année dernière, comme si on ne savait pas que le vestiaire du PSG était très difficile à coacher. Il nous a mis un coach bien régulier, bien Ligue 1. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il faut mettre Mourinho pour changer les habitudes. J'y crois pas trop, mon garçon. Je préfère la version « c'est pour sauver ton cul ». Bref, Mourinho. En préparant cette vidéo, j'ai regardé des archives d'interviews de Mourinho et tout ça. C'est très clair. Au tout début du projet, il le disait ouvertement. Le PSG, ça l'intéresse. 2019, après l'échec contre Manchester United, Antero est au club. Il est très proche d'Antero et on y reviendra dans 2 minutes. Il voulait le PSG à ce moment-là. Aujourd'hui, il est à la Roma, il fait du bon boulot, Europa League, machin chouette, très bien, en Serie A, 4e, très bien. Mais il y a aussi des matchs qui ne sont pas très maîtrisés. Et un banc comme le PSG, il le sait aujourd'hui, Mourinho. La Roma, c'est un club qui n'est pas chapeau 1. Et dans ce chapeau 1, il n'y a pas beaucoup de clubs qui souhaitent Mourinho depuis quelques années. Donc le PSG, ça pourrait être pour lui un tremplin pour faire remonter un petit peu sa carrière, lui qui n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 13 ans. Voilà. Donc bien sûr, lobbying de la part de Mourinho, je pense que lui, c'est de tous les entraîneurs cités, celui qui veut le plus venir. Il a un français parfait, il a toujours dit qu'il voulait gagner la Ligue 1 parce qu'il veut péter les records de gagner des championnats partout en Europe. Il y a ses enfants aussi, je suis tombé sur une archive d'RMC où Villas disait ses enfants, sa fille, je crois, son fils, adore Paris, du coup ça joue et tout ça. Bref. Et du coup, là ce qui est marrant, c'est que dans le club, l'été dernier, il y a eu Antero Henrique, qui a été dégagé pour faire plaisir à Luis Campos, mais pas vraiment dégagé, parce qu'il a gardé ses entrées à Doha. Il l'adore. Là-bas, Antero, il est écouté, plus que Luis Campos. Donc ça veut dire que si Luis Campos veut mettre Mourinho sur le banc du PSG, il doit appeler son pire ennemi, Antero Henrique, pour qu'il fasse du lobbying auprès de Doha, afin de les convaincre. C'est ça qui est un petit peu marrant, qui m'a fait un petit peu rire, parce que voilà, ce monde est petit et au final, on sait très bien, d'ores et déjà, que si Mourinho signe, c'est parce qu'Antero Henrique lui aura fait sa pub auprès de l'émir. On sait tous qu'Apero a plus de légitimité à Doha que Luis Campos, ça c'est certain. Voilà, quoi qu'on en dise. Et du côté de Nasser, bon, lui, on sait très bien depuis longtemps, hein, même l'agent de Mota l'a dit, c'est Thiago. Il veut Thiago Motta, qui aujourd'hui fait du bon boulot. Pour moi, j'ai donné mon avis déjà. Très bon coach, qui aujourd'hui fait de grandes choses avec un effectif qui est pas très sexy. Mais pour l'étape PSG, je pense que pour lui, il faut une étape intermédiaire avant. Et pour nous, il faut une transition avant, avec un coach style Mourinho, ou Luis Enrique, qui, vous le savez, est ma priorité. Voilà. Nagelsmann aussi, j'aime bien, je l'ai mis deuxième dans ma vidéo il y a 15 jours. Le seul problème, c'est son espèce d'arrogance vis-à-vis d'un vestiaire, d'un grand vestiaire. Je ne sais pas si au PSG, ça pourrait passer. Mais tactiquement, c'est quelqu'un que j'adore. Donc dans tous les cas, la conclusion qu'on tire, je l'ai faite dans l'intro, c'est que peu importe le résultat, peu importe le mec qui est nommé à la tête de cette équipe cet été, le processus est le même, et donc il ne faudra rien attendre de ce club. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans le conflit d'intérêts avec tout le monde qui essaye de placer son candidat. Et ça, vraiment, c'est triste en fait. Ça m'attriste parce que ça traduit... Doha, l'année dernière, donne les clés du camion à Luis Campos pour faire plaisir à Mbappé. Là, on revient. Donc, on a encore perdu 1 an. Pendant ce temps-là, l'effectif s'est affaibli. Et l'année prochaine, on part sur une année de transition où on peut clairement pas rêver de Ligue des Champions. C'est le pétrin. Et dans tout ça, il y a les joueurs. Alors, vous le savez, il y a le fameux projet Île-de-France, ou plutôt projet Reconquête Zemmour, qui vise à recruter des joueurs sur leur nationalité. Voilà. En gros, on ne veut pas d'étrangers. Mais il y a eu un papier de Gaulle ce matin et je voudrais rebondir dessus parce que j'en parlais dernièrement. Le projet Île-de-France, c'est marrant. Mais la première des caractéristiques aujourd'hui pour le PSG, c'est de la classe mondiale, pas la nationalité. Le niveau, bien évidemment. Et ensuite, avoir des mecs auxquels on se rattacherait parce qu'ils sont originaires d'ici, c'est cool. Mais de l'autre côté, les mecs, ils reviennent. Ils revoient leurs copains d'enfance. Kanté, on sait tous
que s'il n'a pas voulu venir au PSG à de nombreuses reprises, c'est parce qu'il a des problèmes à Ruelle Malmaison, ça c'est connu. Et en plus, Daniel Riolo, je vais en parler, il a sorti un livre dernièrement qui en parle. L'affaire Pogba, pareil. Les mecs, ils ont séquestré Pogba, je crois, à Roissy-en-Brie. Martial, ces ex-femmes qui font de la course-poursuite sur l'autoroute. Sympa les mecs d'Île-de-France. Super les entourages. Ça, je le disais dans une dernière vidéo. Et donc, aujourd'hui, on a eu un papier de Gaulle qui nous dit que les Français hésitent en voyant les Verratti, Hakimi qui nous ont rejoints, qui ne progressent pas, les passes droits qu'on donne aux stars sur le déclin. Et, troisième point, les copains d'enfance, le divertissement dans la région Île-de-France avec un passage très très intéressant. Je le cite. Quand tu viens à Paris, les gens veulent être à côté de toi, veulent manger avec toi, veulent venir voir les matchs ou monter des projets avec toi. Ça, c'est important. C'est un argument qui fait douter certains agents. Alors, je parlais des joueurs dernièrement, mais les agents, pareil. Pourquoi? Là, je fais un lien avec Riolo. Je l'ai écouté sur la radio Move dernièrement, il faisait la promotion de son livre, et il disait sur l'affaire Pogba qu'en réalité, quand ça a dégoupillé et que ça en est venu aux mains de la police parce que Pogba a porté plainte, il y a deux facteurs. D'abord, Riolo, il a dit, il s'est pas éternisé là-dessus, mais il a dit le mariage avec sa femme tout de suite, quand tu trouves ta femme, tes enfants, tu t'écartes un petit peu de tes cercles sociaux d'origine, donc ils peuvent rapidement te demander des comptes. Mais surtout, selon Riolo, mort de Raiola l'année dernière. Rappelez-vous qu'il repose en paix. Et à partir de là, la manière de gérer les carrières, évidemment, ça a été bouleversé puisque ça a été repris par Rafaela Pimenta, qui était l'associé de Raiola, mais pas Mino lui-même. Et les agents, dans la vie des joueurs, c'est eux qui répartissent un petit peu les rôles avec l'agent de sécurité, le mec qui va s'occuper des réseaux sociaux et tout ça. Des postes qui sont prisés par les amis d'enfance et qui sont sujets à des pressions, paye-moi en cash, alors que les mecs ont pas de compétences, quoi. Leur seul truc, c'est qu'ils connaissent le joueur depuis qu'ils sont en maternelle, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont banals, en fait. Foot, rap et tout ça. Et donc, Riolo disait que les agents maîtrisent beaucoup de choses et avec la mort de Raiola, c'est là que ça a commencé à disjoncter dans l'affaire Pogba. Et bien aujourd'hui, moi je pense que dans le milieu, tout ça c'est un petit peu ébruité et les agents, ils veulent certainement pas placer leurs joueurs en Île-de-France, sachant qu'ils auront ce genre d'histoire à régler à coup sûr, tout simplement. Voilà, donc l'influence des agents est à prendre en compte, surtout que les joueurs dont on parle, Marcus Thuram. Lui, Thuram, je pense qu'il est pisté en Italie, l'Inter. Manu Koné, lui, je pense qu'il doit avoir des offres en première ligue et qu'il va finir là-bas. Dans le ventre mou, vous inquiétez pas, parce que ça n'a rien d'un top joueur. Mais ces agents, évidemment, ils ont tout intérêt à le foutre là-bas. En première ligue, championnat lucratif, où quoi qu'il arrive, tu auras toujours une certaine valeur pour te recaser, choper un deuxième contrat derrière, alors qu'au PSG, quand tu joues pas derrière, c'est compliqué, quoi. Les mecs, quand le contrat est fini, niveau salaire, ils sont obligés de baisser. Voilà. Et puis surtout, financièrement, le PSG Première Ligue, c'est la même chose. Les agents, ils touchent les mêmes commissions. Je dirais même plus en Angleterre, avec l'exemple d'Hugo Ekitike, qui refuse Newcastle pour le PSG. Newcastle, qui l'était dernier, proposait plus. Pour les agents, il y aurait eu une prime à la commission beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, les agents, ils ont eu quand même une prime, parce que 30 millions au PSG, c'est pas rien. Mais ils sont obligés, leur poulain n'est pas satisfait, il faut le placer en prêt. Compliqué de le valoriser, là, le transférer définitivement, c'est carrément impossible. Et à Newcastle, on sait très bien que le sort a été différent pour Ekitike. Donc les agents ne jouent absolument pas avec nous et c'est très important de prendre en compte l'entourage dans ce projet Île-de-France qui n'a aucun sens. Bon, bien sûr, de l'autre côté, ces joueurs qui nous refusent, qui ont des doutes pour venir en Île-de-France, sportivement, on les comprend. Parce que cravacher pour des stars devant qui n'en ont rien à branler, Neymar du foot et Mbappé des efforts défensifs, c'est sûr que c'est pas sexy. Ça donne pas très envie. Et on les comprend. Voilà. Alors, Jamel56 sur Twitter nous a dit aujourd'hui que Manu Koné ne veut pas venir en l'état au PSG. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, 50 millions pour lui, un mec qui est très irrégulier. Parce que la réalité, c'est qu'il ne faut pas le voir à travers le prisme de ses matchs contre le Bayern Munich. À chaque fois, il surperforme contre eux, pas de problème. Et là, on a
tous les supporters parisiens qui s'excitent. Déjà, ils surnagent pas dans une équipe qui est dans le ventre mou de Bundesliga, et en plus, ils choisissent ses matchs. Ah, on part pas très bien. 50 millions, pardonnez-moi, je préfère en mettre 20 de plus sur Nicolo Barella. Je fais un lien avec un autre joueur, Barella, qui est italien, voilà. Qui, lui, justement, c'est un vrai projet Italie avec l'Inter, qui, je pense, ne voudront jamais le vendre, et lui aussi très très attaché à son pays et à son club, même s'il n'est pas formé là-bas. Mais dans tous les cas, évidemment, ça, c'est du milieu qu'on veut voir au club. Capable de jouer milieu 6, 8, box-to-box, à droite comme à gauche, mais surtout à droite sous Antonio Conte. Côté qui était animé avec Achraf Hakimi, les deux pourraient retrouver leur complicité. Surtout que nous, à droite, on a besoin d'avoir un pôle de créativité, d'activité, parce qu'on est trop stéréotypé sur le côté gauche. Avec Verratti, Nuno Mendes, Neymar, Kylian Mbappé, ça commence à faire beaucoup. Et à droite, on est un petit peu délaissé avec Achraf, par exemple, qui a peu de solutions quand il a le ballon. Voilà. Que ce soit pour jouer long, pour jouer court, trouver des relais. C'est pour ça qu'un Bernardo Silva, un Barella, ce serait vraiment de bonnes pioches, tout simplement. Barella, ce que j'adore, c'est un Italien. On pourrait penser à faire un lien avec Marco, niveau technique. Oui, il est bon techniquement. Oui, il a une belle qualité de place. Mais surtout, c'est l'abattage chez lui. La verticalité, le vrai rôle de box-to-box, les duels qu'il est capable de gagner, même s'il est petit. C'est vraiment ça que j'adore chez Nicolo Barella, la prise d'information constante, bien évidemment. Il faut noter de l'irrégularité dans ses performances. Là, il sort d'une grosse double confrontation en Ligue des Champions. La réalité, c'est qu'en championnat, il a souvent des passages à vide avec des coups de mou. Mais il y a des performances qui, quand elles sont à leur sommet, sont vraiment extraordinaires. Un potentiel de surperformance très grand, bien supérieur à Fabian Ruiz, Vitinha et tout ça. Surtout, il est jeune, bien évidemment. Sa finition, en 2019, quand il était cité au PSG, c'était un de ses défauts, la finition. Mais là, on l'a vu, en Ligue des Champions, son but cette semaine, il a été élu but de la semaine. Très très bon, très belle approche de la surface, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin au PSG. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils partent de l'Inter. Ils ont réussi à le prolonger en 2021, après leur titre, jusqu'en 2026. Donc il faudrait racheter 3 ans de contrat. Et surtout, ils l'ont prolongé à 5 millions par an. C'est quand même un petit salaire. Sachant qu'en 2021, Barella, ça pouvait partir à 70-80 dans un grand club en Première Ligue ou au PSG, qui lui aurait offert le salaire qu'Achraf Hakimi est venu gratter chez nous, par exemple. 10-11 millions d'euros. 5 millions. C'est pas beaucoup. D'un côté, si tu veux le recruter, ça te laisse de la marge de manœuvre parce que tu n'es pas obligé de lui donner 12-13 millions comme Bernardo Silva qui aujourd'hui a un salaire de porc de classe mondiale à Manchester City. Mais de l'autre côté, en 2021, qu'il est prolongé à 5 millions à l'Inter, ça témoigne quand même de son amour pour ce club. Il est italien, il les adore et bien évidemment, je le vois mal partir de là-bas en fait. Eux, ils se mettraient tous leurs supporters à dos, à la différence de Achraf Hakimi, Skriniar, Lukaku. Et le joueur adore l'Inter, même si il n'en est pas formé. Il est venu de Cagliari pour 35 millions, je crois. Donc voilà, concernant le milieu de terrain, le projet Île-de-France, ce que je voulais en dire avec donc Nicolo Barella, qui est une excellente piste pour cet été. Mais encore une fois, c'est difficile de l'imaginer hors de l'Inter si on est objectif. Moi, c'est un joueur que je kiffe, bien évidemment, Nicolo Barella, que j'aimerais beaucoup voir au PSG par son abattage et sa capacité à animer tout un côté droit. Tu le mets lui avec Achraf et un vrai numéro 9 devant, ça fait quand même un PSG qui est moins chiant à regarder qu'aujourd'hui. Bref, dernier lien, Marcus Thuram. Selon, Marcus Thuram, projet Île-de-France, voilà, libre de tout contrat, ça peut être une bonne idée si on le voit comme ça parce qu'il est libre. Moi, franchement, j'ai envie de faire un lien avec autre chose. Romelu Lukaku. Alors, il a 29 ans, il fait une très mauvaise saison à l'Inter qui va le renvoyer à Chelsea, mais je pense que cet été, ça va être facile de négocier un prêt payant au maximum avec Chelsea. Et franchement, je préfère prendre Lukaku sur un prêt d'1 an
même si ok, il a un salaire de port 10 millions, que Marcus Thuram, libre, sur un contrat de 4-5 ans, ça risque de finir au loft très rapidement. Et pareil, prime à la signature et salaire, comme il est libre, de 6-7 millions. J'abuse peut-être un petit peu. Mais bref, même si Romelu Lukaku coûte plus cher, je préfère quand même me le faire prêter sur un an. S'il n'est pas bon, mais tu le renvoies. Hein, tu n'as pas le souci du long contrat, du loft. Tu le renvoies dans son club terminé. Et moi, voilà, ce type de buteur, même si techniquement, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur son approche en Ligue des Champions où le niveau doit être absolument parfait, et en Ligue 1 aussi, hein, dans les petits espaces, face aux blocs resserrés qu'on a l'habitude d'affronter tous les week-ends. Moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a une vraie mentalité de guerrier, qui est capable de marquer bien sûr, hein, qui est très explosif, grand, résisterait au duel en Ligue 1, même si techniquement c'est pas trop ça, il est capable, tu vois, de reprendre les dégagements de Donnarumma. Alors, en doublure, je sais pas si c'est envisageable, parce que Lukaku est aussi un joueur d'un certain standing, mais aujourd'hui, vu sa situation qui est quand même très compliquée, moi je pense que ça peut se tenter, tu vois. C'est plus original qu'un Kefren Thuram que tu signerais sur la nationalité. Voilà. Voilà un petit peu ma petite proposition de fin de vidéo. Je sais que ça va diviser parce que c'est vrai que Lukaku, c'est comme Mukiele et Danilo. Hein. Ce serait ce genre de joueur en fait. Hein. Ça joue avec des caterpillars. Mais je le vois faire des performances à la Mukiele et Danilo assez fiables. Dans la rotation, gratte mine de rien beaucoup de temps de jeu de par les absences. Donc bon, pour moi, ça peut se tenter cet été un prêt de Lukaku, parce que de toute façon, Chelsea, bon, ils vont pas le garder, hein, c'est sûr et certain. Donc on va voir ce qui va arriver. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.